Notre invité politique ce matin, c'est donc Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Invité. Député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Jefferson des Sports de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour Oriane, bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Et on commence avec cette actualité, Alexis Corbière, et l'Australie qui a donc rompu brutalement son contrat avec la France pour la construction de sous-marins. Est-ce que vous dénoncez un coup de poignard des Australiens et des Américains? L'expression coup de poignard est celle de Jean-Yves Le Drian. Effectivement. C'est pas la vôtre? Si, enfin je veux dire, c'est une formule choc. 56 milliards d'euros, c'est un contrat très important qui effectivement va avoir des dégâts, je pense notamment à Cherbourg, pour les salariés de Naval Group, je crois qui était le groupe qui devait réaliser certains de ces travaux. Pour vous, il va y avoir des dégâts? Bruno Le Maire dit qu'il n'y aura pas de dégâts. On verra, mais du moins, écoutez, quand vous avez un contrat de 56 milliards qui vous passe sous le nez, si ça n'a aucune conséquence sociale, ce serait difficilement crédible. Non, après, plus généralement, pour aller vite, ça démontre que pour ce qui est notamment des États-Unis, et notamment de notre participation à l'OTAN, que nous remettons en cause. Bon, il ne faut pas avoir de naïveté. Les États-Unis d'Amérique défendent sur beaucoup de sujets toujours la primauté de leur propre matériel. Ils sont toujours assez durs. On se souvient que quand il y avait eu, c'était M. Trump qui était venu, qui avait demandé à ce que les partenaires de l'OTAN aient 2% de leurs dépenses du PIB qui soient consacrés aux dépenses d'armement. C'était avec du matériel américain, etc., etc. Donc nous devons arrêter d'être alignés sur notamment nos stratégies de défense militaire et sur les États-Unis qui ne nous font pas de cadeaux vu que c'est eux qui ont fortement pesé pour que les Australiens changent et remettent en cause les contrats qu'ils avaient passés avec nous. Est-ce que c'est un déclassement de la France sur le plan international, Alexis Corbière, cet échec et c'est en tout cas cette éviction de la France de ce contrat australien? Moi, j'aime pas les expressions de déclassement, on en parlait parce qu'aujourd'hui... Est-ce que la France est à sa juste place non, mais voilà, l'armement, indiscutablement. Bon, de toute façon, nous avons subi, du fait de la désindustrialisation, sur beaucoup de sujets, une perte d'influence. Après, on peut s'interroger sur les ventes d'armes, les conséquences que ça a, mais c'est indiscutablement des choses qui participent à notre rayonnement, même si c'est terrible de le dire ainsi. Et ça montre surtout que d'un point de vue géopolitique, je pense que nous avons perdu de la puissance et que nous avons tort de nous aligner sur les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'OTAN. Qu'on me comprenne bien, ça ne signifie pas que les États-Unis d'Amérique ne restent pas un pays ami. Je n'invite pas à ce que nous ayons une stratégie belliqueuse vis-à-vis de ce pays, ce serait absurde. Mais du moins que du point de vue tel que le faisait la France pendant longtemps, nous ne soyons pas dans une dépendance du point de vue militaire avec l'OTAN. Nous devons être indépendants, qui nous permet d'avoir vis-à-vis de ce pays, comme d'autres, des stratégies de discussion avec certains, etc. Pour qu'on me comprenne bien, quand dernièrement il avait été dit de la part des États-Unis, de M. Biden notamment, que la Chine devait être aujourd'hui, était un adversaire contre ce que disait Mme Merkel et M. Macron. Moi, je ne pense pas que nous devions considérer que la Chine est un adversaire face auquel nous devons nous armer. Je rappelle que le budget militaire de la Chine, même si on peut s'inquiéter de beaucoup de choses, c'est 3,5 fois de moins que celui des États-Unis d'Amérique. Donc, ayons des réflexions géopolitiques, etc., mais ne soyons pas dans une logique de montée de l'armement. Est-ce que ça pose pas des questions sur notre relation avec les États-Unis? Là, la France a annulé un gala à Washington. Est-ce que ça doit s'arrêter là ou est-ce qu'il faut que ça aille plus loin? Je vous ai dit, moi, la conclusion que j'en tire avec Jean-Luc Mélenchon, c'est sortons de l'OTAN. Non, mais sur la relation entre la France et les États-Unis. Je viens de vous décrire ce qui est, on ne peut pas faire mieux. C'est dire à nos amis des États-Unis. Ça reste nos amis. Ben oui, évidemment, le peuple américain est notre ami. Non, mais que les choses soient claires dans cette affaire, parce qu'il y a des fois des vocabulaires qui sont rajoutés. Moi, je n'invite... Mais il n'empêche que ne soyons pas naïfs. Ils prendront tous les marchés, et du point de vue militaire, ayons une stratégie. Moi, je suis pour une France indépendante, qui décide... L'OTAN, c'est le parapluie américain de défense. L'OTAN, vous assurez la défense de l'Europe comment? Bien précisément, la France, déjà, doit assurer sa propre défense. Et vous savez, dans l'OTAN, la Turquie fait partie de l'OTAN. Le propre de l'OTAN, c'est que lorsqu'un des partenaires... ça a été difficile d'ailleurs avec... J'entends bien que ça a été difficile. Lorsqu'un des pays membres de l'OTAN est agressé, normalement, nous devons être solidaires de ce pays. Je ne souhaite pas être solidaire de la stratégie de M. Erdogan qui frappe nos amis kurdes, par exemple, etc., etc. Donc arrêtons cette hypocrisie. Ne nous mettons pas dans la main des États-Unis. On peut parler de ce qui s'est passé en Afghanistan. On va en parler. Par exemple, nous intervenons au Mali et que le renseignement que nous utilisons au Mali c'est du renseignement américain. Donc nous sommes dépendants. Et on voit bien comment... hauteur de 25% après. Oui, voilà. Et quand les États-Unis retirent le tapis, nous nous retrouvons gros gens comme devant, si je puis me permettre. Alors, ce qui s'est passé en Afghanistan est terrible. On va, je sais pas si on a le temps d'en parler. On va en parler justement. Voilà. Parce que si on reste sur l'international, Alexis Corbière, Emmanuel Macron a annoncé l'élimination par les forces françaises du chef de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, éliminé au Mali par les forces françaises donc. Et il y a quelques semaines, il a aussi annoncé la fin de l'opération Barkhane. Alors, ce ne sera pas un départ complet des forces françaises du Sahel et du Mali. Néanmoins, est-ce que vous craignez justement un scénario à l'Afghane et que les terroristes en profitent pour reprendre des positions?
Oui, je le crains. J'ai auditionné Madame Parly, je fais partie de la commission défense armée il y a quelques jours. Madame Parly a fait un rapport, bon, des choses étaient intéressantes, mais étaient quand même assez, comment dirais-je, positif. Alors, saluer le courage dans la confusion de nos troupes, de nos services diplomatiques, moi je le fais, mais tout de même nous sommes retrouvés un peu surpris, si je puis dire, par la situation. On s'est retrouvés dans une situation où je crois qu'il faut tirer des leçons, ça ne doit pas se reproduire. Et précisément, je prenais l'exemple du Mali vis-à-vis de Madame la ministre de la Défense, on dit attention, la même situation peut se reproduire au Mali. Madame Parly m'a dit non, la situation n'est pas comparable. Je lui ai répondu si elle est comparable, notamment par rapport au point que nous avons évoqué, c'est-à-dire le fait que le renseignement que nous utilisons là-bas est celui des États-Unis et que nous ne sommes pas totalement maîtres de la situation. Mais pour aller à l'essentiel, sur toutes ces interventions militaires qui ne sont pas reliées à des projets politiques, à des plans politiques, cela ne marche pas. Vous savez. Donc il faut rester, vous dites quoi? Une vieille expression, les peuples n'aiment pas les missionnaires armés. Ouais. Quand vous arrivez avec des troupes, momentanément vous pouvez bloquer. En l'occurrence, c'était à l'époque une intervention militaire qui avait empêché que la capitale du Mali tombe. Mais assez rapidement, moi je suis allé voir nos troupes de Barkhane au Mali et j'ai discuté avec les officiers. Leur intelligence est indiscutable, nos compétences totales, mais eux-mêmes le disent. À l'heure actuelle, nous sommes là pour plusieurs décennies, au moins 20 ans, m'avait dit le responsable de l'opération Barkhane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le projet politique qui va avec. On a vu quand même la situation de ce qu'ont fait les États-Unis, 83 milliards de dollars qui ont été mis pour finalement un gouvernement fantoche, de la corruption. Donc vous dites quoi? Il faut rester ou partir? Eh bien, il faut avoir quel est le plan politique? Comment nous organisons et nous aidons, pas nous organisons, mais nous aidons à ce que localement, si on parle de la situation au Mali, il y ait un État qui se reconstruise, des services publics, une vie démocratique qui se mette en place, et pas le grand-papa français qui tire les ficelles et qui éventuellement participe à la confusion générale. Parce que donc cela ne produit rien. On ne se retire pas tant que le Mali n'est pas organisé politiquement. Moi, je suis pour qu'on se retire, mais je n'ai jamais dit on se retire et on s'en va du jour au lendemain parce que la situation est terrible. Et c'est toujours le problème quand on intervient dans un moment, c'est que la situation n'est jamais binaire. On a vu ce qui s'est passé dernièrement en Afghanistan, c'est-à-dire du jour au lendemain se retirer sans aucune, programmation politique, si je puis dire. Ça a des conséquences terribles. Vous savez, c'est toujours la politique. Et quand il y a des conflits, il faut toujours discuter avec l'adversaire. Ça peut sembler terrible de dire ça, mais après la question, c'est comment effectivement on crée les conditions que ce soit les peuples qui prennent leurs affaires en main et pas de créer une dépendance néocoloniale, souvent, pour le dire clairement, parce que ici ou là, il y a telle ou telle énergie sur laquelle on veut continuer d'influer. On va parler de la situation sanitaire. Emmanuel Macron qui n'exclut pas la levée du pass sanitaire dans les départements où le virus circule faiblement. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode ? Moi, je suis défavorable à ce système de passe sanitaire. Je profite de l'occasion pour aller aussi au droit au but. Je suis pour que soient levées les suspensions des 3000 personnels hospitaliers et de santé qui sont suspendus depuis 2 jours. Qu'est-ce que vous leur proposez alors ? De reprendre le boulot, tout simplement. Nous avons besoin d'eux. Cela va amener des déprogrammations médicales. Cela va sans vaccinés ? Pourquoi pas tous les matins ou tous les jours. À mon avis, ils sont disponibles de ce que j'ai entendu. Leur proposer un test PCR pour qu'ils puissent travailler dans les mêmes conditions que ce qui travaillaient précédemment. Ces gens-là ne sont pas des délinquants, ces gens-là sont des gens compétents et pour tout dire, nous en avons besoin. Vous avez suivi que ça a même pour conséquence, ici ou là, des fermetures de services et des fermetures de lits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que des gens ne vont plus toucher aucun salaire? Parce qu'à l'heure actuelle, moi je suis favorable à la vaccination et aussi pour cadrer un peu le débat, l'ultra-majorité des personnels de santé sont vaccinés. Mais nous avons des gens qui, pour toute une série de raisons, on n'a toujours pas réussi à les convaincre. Bien souvent d'ailleurs, on leur a pas proposé une visite médicale et ces gens-là n'ont pas souvent, contrairement à ce qu'on croit, la médecine du travail, hélas, pour des raisons de manque de moyens, n'est pas toujours dans un rapport direct avec ces gens-là. Mais quoi qu'il en soit, écoutez, ce que disent tous les spécialistes, de manière, le niveau est extrêmement élevé de vaccination chez les personnels de santé. Nous avons besoin de ces personnels. Nous pouvons créer les conditions, notamment, je viens de le dire, par des tests PCR, à ce que nous vérifions évidemment qu'ils ne sont pas porteurs de la maladie. Mais je rappelle qu'on peut être vacciné, même si la statistique et la proportion est très faible, et aussi porteur de la maladie. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, des effets d'illusion d'optique. Et surtout, mais ça veut dire que vous... Surtout, allez-y. Non, surtout, nous avons besoin de 3000 personnes. Alors qu'on a du mal à recruter. Ça va trop loin, Alexis Corbière, c'est-à-dire que cette mesure va trop loin. Oui, je le dis clairement, cela va trop loin avec les organisations syndicales. Des femmes et des hommes vont être suspendus. Vous savez, quand on a, lors de du premier confinement, le fait qu'il y ait eu surcharge, etc., ça a amené entre 2 et 6 000 morts du fait des déprogrammations d'interventions chirurgicales. Et si nous réduisons le nombre de
personnel dans les hôpitaux, nécessairement, cela amène à ce que des interventions sont déprogrammées, retardées. Et notamment, c'était dans le cas de cancer, des interventions qui n'ont pas eu lieu. Je répète, entre 2 et 6 000 morts du fait des fermetures de services et de la surcharge de travail. Donc tout ça, quand chiffre qui vient d'où, ce 2 et 6 000 morts? C'est ce que était dit courant. Je pense notamment à ce que dit M. Prudhomme, qui est responsable syndical, vous savez, qui est médecin urgentiste, etc. À vérifier si vous le voulez. Ce que je dis, ce que tout le monde comprendra, c'est qu'à partir du moment où il y a une situation de surcharge de travail, on déprogramme, tout le monde l'a vécu. Vous savez, moi je le vis de près même avec des membres de ma famille. L'intervention qui doit avoir lieu, on vous dit elle aura lieu dans 2-3 mois, etc. Et tout ça a des conséquences. Donc il faut embaucher des personnels, certainement pas en suspendre. Et en plus, ça crée des conditions sociales terribles. Juste pour finir sur la vaccination, les sénateurs socialistes déposent une proposition de loi pour rendre la vaccination obligatoire pour tous. Vous êtes en accord avec ça ? C'est un débat philosophiquement qui est intéressant. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, du point de vue, il y a une telle, dégradation de la parole publique et de la manière dont les gens la croient que ça ne pourrait être vécu que comme une mesure supplémentaire, un peu similaire à l'obligation de ce qu'a proposé Emmanuel Macron. Après, donc c'est pas un texte opportun. J'ai peur que ça ce soit maladroit et que ça tombe à plat. Après, l'idée, moi je suis favorable à la vaccination. Que ceux qui m'écoutent, je suis vacciné et il faut se vacciner. Mais vous savez, ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est que obliger les gens à se vacciner, ça ne produit pas le meilleur effet. Il faut avoir des politiques publiques, d'aller vers d'ailleurs. Souvent, ce qu'on observe, c'est que la carte de ceux qui se vaccinent le moins et la carte sociale des gens les plus défavorisés est assez comparable. Je suis un élu de Seine-Saint-Denis, je sais très bien que vous avez des gens âgés qui vivent dans des immeubles. Si personne va les voir, ce texte, il n'arrive pas trop tard, finalement, vu le niveau de vaccination qui est déjà... Pardonnez-moi, je ne veux pas esquiver, je ne connais pas ce texte, donc je vais en rester là, mais vous avez compris mon état d'esprit. Intellectuellement, des campagnes de vaccination, oui. À l'heure actuelle, ce serait à mon avis faire bis repetita de ce qu'a fait Macron, même cause, même effet. On va parler des questions sociales, justement. Le gouvernement qui a annoncé ces dernières heures une rallonge du chèque énergie à la fin de l'année, qui a annoncé des hausses de salaire pour les sages-femmes qui travaillent dans les hôpitaux, 100 € net de prime, 100 € de brut de hausse de salaire. Finalement, c'est le président du pouvoir d'achat. Quand vient les périodes électorales, d'un seul coup, beaucoup de choses se font qui semblaient difficiles. On avait déposé un amendement qui demandait exactement sur le chèque énergie, la rallonge, ça nous avait été refusé, les députés d'En Marche avaient voté contre. Donc c'est quoi, de l'électoralisme pour vous ? Oui, totalement. C'est le problème de la période. On s'en félicite ou pas ? Parce que non, mais tout ce qui améliore la condition des gens, je m'en félicite. Maintenant, je dis gare aux effets d'optique. Nous, on propose une loi d'urgence sociale. Vous avez peut-être entendu Jean-Luc Mélenchon à ce sujet. Vu qu'il y a eu une loi d'urgence sur la question de sécurité, qu'il y a une loi d'urgence, nous dit-on, sur nombre de sujets, pourquoi pas une loi d'urgence sociale ? Parce que la crise, elle est sociale. On a quand même, ça c'est un bilan d'Emmanuel Macron, on est passé de 9 millions de gens qui vivaient sous le seuil de la pauvreté en 2017 lors de son arrivée, aujourd'hui sans doute à moins 11 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et à l'inverse, ça c'est la faute d'Emmanuel Macron pour oui, indiscutablement, ça a été, parce que j'allais terminer mon raisonnement, en même temps, sur les gens, on a 350 milliardaires en France, on est recordman d'Europe, ils ont vu leur fortune quasiment doubler ou augmenter de 430%. Donc quand vous avez un tel delta qui se crée, augmentation de la pauvreté, avec des situations qu'on a vues qui est assez difficile, on pourrait rentrer dans les détails. Moi, j'ai été choqué, vous allez dire que c'est anecdotique, quand on en vient au point que dans certaines mêmes communes, un enfant, parce que les parents n'ont pas payé la cantine, on envoie la police municipale pour le ramener à la maison, qu'on a des chiffres incroyables qui montrent que 30% de nos retraités sont en situation sous le seuil de pauvreté, qu'on a un demi-million de retraités qui doivent aller travailler pour pouvoir un peu finir les fins de mois, et qu'à l'inverse, vous avez des profits qui éclatent, des inégalités qui se creusent. Indiscutablement, c'est la faute du président de la République, vu qu'il est aujourd'hui, on le sait bien, celui qui concentre tous les pouvoirs. Donc là, Alexis Corbière, c'est un président en campagne que vous voyez ? Oui, on fait ces annonces-là, c'est ça, c'est un président en campagne clairement ? En campagne, avec des moyens publics. Je veux dire, ce qu'il a par exemple déclaré, ça me vient en tête à Marseille l'autre jour, vous savez, n'aura d'efficacité que s'il était réélu. Donc on devrait quand même s'interroger de comment ça se fait que quand Jean-Luc Mélenchon est en campagne, désormais chacune de nos dépenses publiques, et c'est bien normal, on fait bien la distinction entre ce qui est l'activité d'un parlementaire et ce qui est l'activité d'un candidat, mais quand c'est le président de la République, il peut tout raconter, dire que si on revote pour lui, voilà ce qu'il fera, sans que nul ne s'interroge tout de même, est-ce que c'est aux contribuables de financer la campagne de Emmanuel Macron. À l'inverse, l'action publique ne doit pas s'arrêter tant que... Pardon ? À l'inverse, je ne parle pas de l'action publique. L'action publique est une chose. La promesse pour un deuxième mandat, c'est autre chose, vous en conviendrez. Évidemment, je ne demande pas à ce qu'Emmanuel Macron quitte le bureau de l'Élysée et cesse toute activité. Je dis seulement qu'il y a une chose qui est les affaires jusqu'à la période où il a été élu, et il y a après le programme qu'il propose. Et ça ne vous a pas échappé, je prends l'exemple de Marseille, que beaucoup de choses qu'il proposait sont s'il est réélu. Donc
devrait quand même à ce moment-là dire attention, Monsieur le Président, là vous n'êtes plus le Président, vous êtes le candidat. Donc, changer les règles de et financement vous avez des le droit campagnes. d'ailleurs d'être le candidat à un deuxième mandat. On a bien compris qu'Emmanuel Macron sera candidat. Et pourquoi pas, s'il y en a qui aiment, qu'ils en reprennent. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient à ce que les règles soient à peu près identiques. Et ça, c'est des choses justement, importantes. puisqu'on parle de financement de campagne, Marine Le Pen, elle a écrit à Emmanuel Macron pour l'alerter sur les difficultés de financement de la campagne présidentielle et elle demande au Parlement d'offrir de nouvelles possibilités de financement. Vous soutenez cette démarche ? Je ne sais pas ce qu'elle est. Il y a beaucoup de l'équipe autour d'Emmanuel Macron. C'était M. Bayrou aussi qui avait proposé une banque, j'ai oublié le nom, publique, effectivement, pour financer les campagnes. C'est un vrai sujet. Hein. C'est un sujet pour vous. Vous avez des difficultés à financer votre campagne ? Oui, vous ne réunissez pas comme ça de l'argent. Vous savez, la dernière fois, Jean-Luc Mélenchon avait hypothéqué son propre appartement, etc. Bon, donc, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Moi-même, comme candidat, je me souviens à l'élection législative, j'avais eu du mal à trouver une banque qui me prêtait de l'argent pour pouvoir avoir mon budget de candidat à l'élection législative. Et si je suis sans doute candidat la prochaine fois, ne croyez pas que c'est simple qu'une banque vous avance l'argent. Tout ça est assez compliqué. Donc ça fait partie des choses qu'il faut remettre en cause. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, une des inégalités de la période. Mais je voulais revenir, je ne sais pas, nos sujets qu'on va aborder, sur le fait qu'il faut changer ce système aussi, pour lequel nous, on est pour en finir avec cette 5e République, autant de pouvoir concentré sur le président de la République, on est pour passer à une 6e République, on est pour que les citoyens aient des droits nouveaux, ça y est, le droit de révoquer les élus. Dans votre campagne, Alexis Corbière, ce sera encore dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'était déjà le cas. Ah oui, nous, on est très cohérents, vous savez, ce qu'on a fait en 2012, qui a progressé en 2017, doit continuer cette fois-ci. On a fait 11% la dernière fois, 19,5%, on peut faire plus. Et au vu de ce que disent les études d'opinion, vous allez dire que je commence à utiliser des sondages, si on refaisait la même chose que la dernière fois, Jean-Luc Mélenchon peut être au 2e tour. Donc j'invite tout le monde à se regrouper derrière ce qu'on essaie de faire. C'est difficile, bien entendu. Pour l'instant, le regroupement de la gauche, ça a l'air d'être... C'est pas parti. On a le temps encore, mais... Il y a des gens, vous savez, qui ne cessaient de dire qu'il fallait l'union, sinon ils avaient perdu d'avance. Je pense à nos amis, je mets le mot entre guillemets, mais j'ai des bonnes relations humaines avec eux, du PS et ELV. Ils étaient soi-disant obligatoirement ensemble. Ils ont réuni des gens pour dire que ça y est, c'était fait. Ils ne le sont pas. Moi, je pense plutôt à nos amis communistes, par exemple. On a fait ces campagnes que j'ai évoquées tout à l'heure, ensemble. Et c'était formidable. Et ça a permis à nos amis communistes aussi d'avoir des députés. Ça a permis à nos amis communistes... Enfin, au régional, ils sont partis avec les socialistes. Les régionales ont leur propre grammaire, la municipale aussi, la présidentielle... Et vous discutez là avec eux parce qu'on a l'impression que Fabien Roussel est déterminé à aller jusqu'au bout. Il le faut. Écoutez, il fera ce qu'il souhaite. Moi, je ne suis pas non plus... Il y a encore des discussions. Je suis dans le respect. C'est chacun dans son couloir. Je répète ce que nous avons dit, ce que Jean-Luc Mélenchon a dit. Discutons pourquoi pas. Mais vous discutez d'un accord législatif. Eh bien, je propose qu'on le refasse, oui. Ça veut dire que c'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est pas formalisé, et faisons-le à l'heure actuelle. Mais comment dirais-je, là aussi, c'est toujours difficile, parce que j'ai écouté votre reportage avant. Les communistes sont une grande force, ils organisent la fête de l'humanité, ils ont beaucoup d'élus, tout à fait respectables, ils ont un savoir-faire indiscutable. Donc, je ne les toise pas. Je ne suis pas en train d'avoir une morgue. Vous êtes en train de leur dire qu'ils sont crédités de 2%. Vous regardez les sondages. Vous savez, les dynamiques de campagne, beaucoup de choses peuvent avoir lieu. Je suis en train de leur dire, les sondages, Alexis Corbière. Je suis en train de leur dire qu'ensemble, eux et nous, ce que nous avons fait la dernière fois, 2017 et 2012, est plus qu'un bon résultat. C'était historique. D'accord ? 19,5%, le Parti communiste et la France insoumise, c'est historique sur un candidat commun qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon. À ce stade, je vais le confesser, je n'ai pas compris pour quelle raison ce que nous avions fait ensemble la dernière fois serait impossible cette fois-ci. D'autant que cette fois-ci, à l'heure où nous parlons, cela permettrait de créer les conditions que nous soyons au second tour et pourquoi pas même de l'emporter. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas parti trop tôt ? Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité ? Jean-Luc Mélenchon, il est parti très tôt en campagne sur son nom propre, sans parler avec les autres. Est-ce que ça n'a pas contribué à l'éparpillement ? Écoute, à la date auquel Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature, c'est-à-dire en février dernier, était exactement la même date que ce qu'il avait annoncé en 2016. Mais il est le premier des candidats de gauche à s'être lancé. Ah ben, il fallait. Est-ce que ça n'a pas contribué à cet éparpillement ? Je ne crois pas. Pour quelle raison ? Au contraire, ça a participé à ce regroupement. L'éparpillement, c'est pas notre faute. Toute une série de gens ont dit... Et quand vous dites, moi je serai candidat, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, en quoi ça participe au rassemblement ? D'abord, parce que vous avez nombre de gens, on voit bien, qui mènent un jeu totalement, je vais le dire, hypocrite de la part de certains, en disant s'il faut se regrouper, si on se regroupe pas, on a perdu d'avance. Donc ça, c'est pour les socialistes et les écologistes. On sait très bien que les socialistes veulent absolument avoir leur candidat, ils sont galvanisés par le résultat des régionales et ils disent aujourd'hui, Olivier Faure l'a dit, je respecte sa parole, nous sommes la force majoritaire, c'est derrière nous. Je vois très bien que les écologistes, parce que nous on a été extrêmement disponibles à l'occasion des régionales, on a proposé des accords, les écologistes disent c'est derrière nous ou rien. Bon, après vous discutez avec des gens, je pense à Arnaud Montebourg qui dit moi je vais y aller. Hein, bon, tout le monde vous dit qu'il veut y aller. Alexis Corbière, on n'imagine pas une seconde que Jean-Luc Mélenchon se rallie derrière un autre candidat de gauche. D'ailleurs, on pourrait parler programme.
Nous, qu'est-ce que c'est qui est la singularité de ce que nous faisons? Nous avons un programme. Beaucoup de gens sont candidats, et candidates notamment, sans programme. Et moi, je dis à nos concitoyens, un candidat sans programme, il est dangereux pour la démocratie. Là, je parle notamment d'Anne Hidalgo. Et franchement, C'est une candidate sans programme, Anne Hidalgo? À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, oui. Elle-même, elle l'a dit. D'ailleurs, j'ai écouté sur France Inter, elle a dit qu'il y aura un programme peut-être à la fin de l'année. Alors, je dis à Madame Hidalgo, quand on est républicain, j'ai envie de dire même vulgairement de gauche, quoi, on commence d'abord par le programme et les propositions et on voit qui le porte. Jean-Luc Mélenchon, s'il est candidat, c'est parce qu'il dit nous avons notamment mené les 2 campagnes que j'ai dit tout à l'heure. J'ai un programme qui va être réactualisé et je pense que je suis le mieux disposé, enfin le mieux qu'on est placé pour porter ce programme. C'est pas la même démarche que quelqu'un qui vous dit j'ai bien réfléchi. Je suis candidat et le programme viendra après. Si on reste sur Anne Hidalgo, vous parlez de propositions. Il y en a une qui est sortie, le doublement du salaire des enseignants. C'est une mesure de gauche? Par exemple, ça, vous le résumez comme ça. J'ai écouté certains de ses proches. Je pose la question. Non, mais déjà, cette proposition, je ne sais pas si c'est celle d'Anne Hidalgo. Parce que certains c'est elle qui la formule. Certains de ses proches ont dit, je pense notamment à celui qui est responsable de ce programme, que ça ne concerne que les jeunes enseignants qui rentrent dans le métier. Donc déjà, entre ce qu'elle dit, dont elle dit qu'elle va voir, que c'est un objectif qu'il faudrait essayer, donc qui sera décidé fin décembre, et ce que dit ensuite son responsable du projet, c'est plus la même proposition. Je vous taquine, mais c'est révélateur. C'est-à-dire que ce qui est positif, je vais donner le point à cette discussion, c'est bien qu'on parle des salaires. Tant mieux. Il vaut mieux parler de ça que de savoir si on a le droit de s'appeler Mohamed en France. Franchement, c'est assez dégradant d'avoir cette discussion qui est vraiment dégradante intellectuellement par rapport à ce que mérite notre beau pays et nos concitoyens. Donc je veux discuter des enseignants. Nous, on propose, depuis un moment avec Jean-Luc Mélenchon, c'était au cœur de notre programme, de revaloriser le salaire des enseignants sur la base au moins de rattraper les conséquences du gel du point d'indice que les socialistes et les amis d'Anne Hidalgo ont mis en place. On me dit, s'il y a de la surenchère, pourquoi pas, mais restons d'abord, moi vous savez, je suis un peu bébête, à ce que propose l'unanimité des organisations syndicales d'enseignants. Rattraper cela. Ça peut entraîner une hausse du pouvoir d'achat et des salaires des enseignants de 30%. Ça vaut le coup, c'est le programme de Mélenchon, c'était celui de 2017, contre lequel les socialistes s'étaient élevés. Mais si on discute salaire, tant mieux. Mais ça passe par un partage de richesse. Dernière question à Alexis Corbière, le temps file, vous en êtes où de la course au parrainage? On y travaille, justement, tout ça, vous évoquez l'argent, ça prend du temps. Ça veut dire que vous n'avez pas vos 500 parrainages à l'heure actuelle? On en est à plus de la moitié, mais on y en avance. Non, mais attendez, on n'a jamais dit que c'était simple. Et je lance un appel, vu que je sais que Public Sénat est sans doute regardé par beaucoup de maires. Non seulement on y travaille, le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai envie de dire même sur le terrain de la démocratie. Même si vous ne partagez pas ce que je dis, estimez quand même que ce que nous représentons est un courant qui existe dans ce pays. Et il serait terrible que nous ne puissions pas, pour des raisons comme ça, de cette institutionnelle, de cette 5e République qui rabougrit sur le sujet, que nous ne puissions pas nous présenter. Donc on y travaille, ça prend du temps, ça mange, pardon l'expression, beaucoup d'énergie. Mais on va y arriver de toute manière. Et le message est passé. Merci Alexis Corbière. Jefferson, on regarde ensemble la une de Sud-Ouest. Ce matin, mobilité à Bordeaux, Urmic, Chamboultou. C'est à la une de Sud-Ouest. On va regarder. Le maire écologiste de Bordeaux. Exactement. Merci Jefferson d'avoir été avec nous. Merci Alexis Corbière.